Je pense que quand on dit que c'est un virus qui se transmet, c'est pas faux. Donc on a commencé, voilà, à aller voir les chevaux dans le pré, à commencer à les caresser, leur emmener des pommes, patati patata, juste des chevaux normaux, enfin des chevaux de pré. Puis jusqu'au jour, ça devait être avec un centre aéré, je pense qu'on avait dû faire avec ma sœur, on avait fait ça devait être une semaine de centre aéré au Poney Club. On s'est inscrit, non d'abord ma sœur s'est inscrite et ouais, je pense que un peu moins d'un an après, je dis oh bon, moi aussi je vais le faire parce que ça n'a pas l'air si difficile que ça. Et puis ça a commencé donc comme ça. J'avais 6 ans et demi, 7 ans au Poney Club et puis j'ai commencé. Du CSO, c'était pas vraiment du CSO parce que je pense que quand on a 7 ans c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, j'ai commencé donc avec l'équitation classique jusqu'à mes 12 ans, si je dis pas de bêtises, plus ou moins. Mais je me suis vite un petit peu orienté sur la randonnée, un petit peu plus randonnée western. Et petit à petit, après, je suis très vite allé sur la discipline du running. Je pense qu'à déjà à 12 ans, je peux dire que j'étais dans la discipline du running. Alors, est-ce que vous pourriez revenir avec nous peut-être sur du coup les grandes étapes qui ont marqué votre carrière, qui vous ont mené à votre situation professionnelle actuelle, et peut-être aussi nous dire, parce que autant quand on rencontre des cavaliers des grandes disciplines, on sait qu'ils ne font que ça, ou quasiment. Est-ce que vous faites que ça? Vous êtes cavalier professionnel et comment vous êtes du coup devenu professionnel dans votre discipline? Alors les grandes étapes, une des plus grosses étapes, je pense, de ma vie professionnelle, c'était pas forcément ma profession à la base, c'est à l'âge de 14-15 ans, j'ai commencé à aller monter dans une écurie en Italie. C'était pas forcément pratique. C'est du côté de Turin, entre Turin et Cluny. Donc c'est l'écurie de Claudio Risso, qui est un des plus grands éleveurs européens. Et donc voilà, j'ai énormément de chance que mes parents toujours nous aident, aussi bien moi que ma sœur que moi, pardon, pour aller s'entraîner, toutes les vacances scolaires. Et donc ça a été, je pense, une des plus grosses étapes. Après, j'ai fait un bac professionnel à la MFR de Morne-en-Forêt, donc pas très loin d'ici non plus. Et j'ai pu faire donc mon alternance dans cette écurie en Italie. En faisant cette alternance, je pense que j'ai déjà appris beaucoup. Puis j'ai rencontré beaucoup de gens du milieu. Et c'est vrai je pense que c'est similaire dans le CSO. On est vraiment une grande famille, on se connaît tous, on se côtoie. Et puis petit à petit, ah bah tiens, tu cherches du travail, je peux peut-être te prendre à travailler, qu'est-ce que tu recherches? Et je pense qu'à l'âge de... Ouais, j'ai commencé à 18 ans à en faire vraiment mon métier. En Italie, de l'autre côté, un petit peu plus du côté de Milan. J'ai travaillé pour Bernard Fonck, je pense, si c'est le meilleur cavalier européen, vu qu'il a gagné quand même 2 millions de dollars en concours. Donc, et c'est le seul en Europe à avoir atteint cette somme. Et donc ça a été à l'âge de mes 18 ans. J'ai travaillé pour lui pendant 3 ans. Après, je suis allé avec un autre collègue en Italie, toujours. Je suis resté assez longtemps en Italie. J'ai fait une saison avec lui, avant de me déplacer en Allemagne, pour aller travailler pour Rudi Kronsteiner. C'est le premier cavalier européen à avoir gagné 1 million de dollars en concours. Donc, pareil aussi, quelqu'un de, je pense, très renommé dans notre milieu. J'ai fait une saison aussi avec lui, avant de me mettre à mon compte en Allemagne. Et là maintenant, ça fait depuis 2016 que je suis à mon compte. Et vous êtes donc revenu en France? Non, toujours en Allemagne. Je suis toujours en Allemagne. D'accord, ok. J'ai fait donc, si je ne dis pas de bêtises, ouais, j'ai fait 2016, 2017, 2018, ouais, 4 ans en Bavière, dans une écurie pas une grosseur de Munich. Et là, ça fait maintenant depuis 2019 que je suis installé donc, au Greystone Ranch. C'est l'écurie de ma fiancée à la frontière alsacienne, donc à 25 minutes de Strasbourg. D'accord. À quel moment est-ce que tu as décidé que ce sport, cette passion, deviendrait vraiment ton métier? Alors, tu nous as dit 18 ans. Est-ce qu'il y a eu un déclic, un élément déclencheur, une personne peut-être? Je pense que j'ai décidé relativement tôt.
j'étais pas vraiment fait pour l'école. J'étais pas mauvais, j'aimais pas ça du tout. Du coup, j'étais quand même super content d'avoir pu faire le parcours avec la MFR. Ça, quand même, ça, je trouve que c'est top pour des gens un peu comme moi qui sont pas forcément, qui sont pas bêtes, mais qui sont pas faits pour le système scolaire. Et ça m'a aidé vraiment à bien m'orienter. Ça m'a permis quand même d'avoir un bac pro. Donc, allez, c'est pas quelque chose de fou, mais c'est déjà bien, je pense. Ça permet pour des aides ou pour s'installer, ça peut toujours être utile. Mais c'est quand même un diplôme. Mais je pense que déjà à l'âge de 16 ans, je savais que je voulais en faire mon métier. J'ai travaillé donc dans cette écurie chez Claudio Risso, avec un entraîneur qui s'appelait à l'époque Nicolas Brunelli, qui a été un mentor pour moi. Et ouais, je pense que j'ai beaucoup appris avec lui. À l'époque, il faisait vraiment partie du haut du panier dans la scène européenne. Et c'est vrai que voilà, ça m'a permis de regarder toujours, d'avoir un modèle à suivre, je pense. Le parallèle est assez facile finalement avec ce qu'on connaît, nous, dans les disciplines classiques, avec des jeunes talents de leur sport qui vont travailler à l'étranger, rencontrer d'autres personnalités, se former aussi auprès d'autres systèmes. Pour toi, tu penses que c'était indispensable de sortir de ce système français que peut-être tu connaissais bien ou peut-être ne t'apportait pas tout ce dont tu avais besoin en termes d'expérience et d'aller apprendre auprès des meilleurs Européens? Je peux être sincère? Oui, tout à fait. Je pense qu'en France, on est un peu en retard, voire même beaucoup en retard. On va prendre l'Italie, l'Allemagne et la Belgique, et c'est vraiment un autre niveau. D'accord. Et du coup, en fait, je pense que en France, il n'y a pas énormément de personnes, voire personnes auprès duquel j'aurais eu envie vraiment d'apprendre. Et je pense que si on veut réussir à viser le haut niveau, c'est indispensable de partir. Alors, nous qui ne connaissons pas du tout le sport, encore une fois, est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer pourquoi est-ce qu'on est aussi en retard en France ou nous expliquer concrètement exactement comment est-ce que tu l'illustres en fait. Les meilleurs cavaliers européens sont donc en Allemagne, Italie, Belgique. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'on explique ce retard ou... Je pense un petit peu, il y a eu une mentalité à la base qui nous a un petit peu freinés. Ok. Je veux dire, un petit peu ce côté franco-français, on ne voulait pas trop regarder à l'extérieur, rester renfermé pour ne pas perdre les clients, qui à la fin, je pense, c'est une erreur, au lieu d'essayer de justement s'ouvrir, apprendre, partager et s'améliorer. Parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre, je pense. Et quand on pense qu'on a fini d'apprendre, c'est quand on devient mauvais. Est-ce que tu peux du coup nous parler de ton système aujourd'hui, de ton organisation, comment est-ce que tu travailles, comment est-ce que ton écurie est organisée, quel est son modèle économique, s'il y a déjà des informations que tu peux nous donner pour qu'on comprenne vraiment en quoi consiste ton métier finalement que nous on n'arrive pas ou peu à se figurer. Alors, comment est-ce que je travaille? Trop. Non, alors comme j'ai dit, j'étais en Bavière pendant 4 ou 5 ans et donc là j'avais entre 2 et 3 employés qui travaillaient pour moi, donc en tant qu'assistant d'entraîneur. Je suis cavalier professionnel. Du coup, du matin jusqu'au soir, on entraîne, on monte. C'est beaucoup de jeunes chevaux dans le reining. Ouais. Donc, on va commencer les jeunes et tous les jours. Je pense que pour moi, ce qui fait aujourd'hui un petit peu la clé du succès de n'importe quel cavalier de reining, c'est la continuité et la constance. Et je pense que quand on veut faire du programme Jeune Cheval, on va être un petit peu obligé. Je pense que c'est indispensable de réussir vraiment à installer une routine tous les jours, petit à petit. Sur un cheval d'âge, c'est un peu différent parce qu'ils connaissent le métier. On va pouvoir un petit peu plus, je pense, comparer le dressage avec le reining plutôt que le CSO. Donc, c'est un dressage américain, c'est différent, mais dans l'idée, à quelque part, c'est un petit peu pareil. Donc, on a des manœuvres, on a des parcours, et il va falloir réussir à mettre ça tout ensemble. Et forcément, des manœuvres, il va falloir les enseigner aux chevaux. Et sur un jeune cheval, donc, on les commence relativement jeunes, vu qu'on commence à 2 ans. Ouais, on les commence à 2 ans. C'est vrai que pour pas mal de gens, ils vont me dire c'est tôt. C'est vrai, c'est pas forcément le mieux. Mais le système fait qu'aujourd'hui,
Les plus grosses compétitions sont à la fin de leurs 3 ans. D'accord. C'est ce qui va être le plus prisé. Donc forcément, on commence en début d'année des 2 ans. Et ouais, c'est vrai que on ne peut pas se permettre, avec un programme Jeune Cheval, de faire des hauts, des bas et pas être forcément en continuité. Ça, c'est un sujet qu'on pensait peut-être aborder un peu plus tard dans l'interview, mais on s'en est allé se renseigner à droite à gauche. Notre vétérinaire commun soigne des chevaux de reining, donc il nous a donné quelques clés. C'est vrai que c'est une question. Les chevaux commencent très très tôt, 2 ans, ce qui paraît pour nous être voilà, très très tôt, puisque un cheval de CSO commence au plus tôt à 4 ans. Voilà. Est-ce que ça pose question en termes d'éthique? On ne va pas se mentir, on va dire les mots comme ils sont. Est-ce que ça pose question? Comment est-ce qu'on arrive à faire durer un cheval dans le temps? Parce que je ne crois pas qu'ils terminent beaucoup plus tôt non plus qu'un cheval leur carrière. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être quels sont les enjeux autour de cette question-là? Alors, je pense que physiquement, ils sont vraiment différents comparé à des chevaux de CSO. On les prend à 2 ans et ben, c'est des chevaux déjà qui sont plus petits de taille, qui sont plus trapus, qui sont plus précoces dans les os. Donc forcément, déjà ça change comparé, je trouve, à des chevaux de CSO qui sont quand même plus tardifs. C'est vrai que ils grandissent plus tard, quoi. Et c'est bon, elle est avec nous. Bon, et non, ouais, c'est vrai qu'après, si on pouvait commencer plus tard, ça ne me dérangerait pas non plus. Peut-être des fois même au contraire. Mais après, d'un autre côté, je pense c'est comme tout. Si on fait les choses comme il faut, ou en tout cas qu'on essaie de les faire comme il faut, c'est pas forcément un problème. Moi, je suis quelqu'un, je préfère commencer tôt, mais prendre mon temps, que de vouloir commencer plus tard et de brûler pas mal d'étapes. Et alors, à quel âge est-ce qu'ils terminent leur carrière, en moyenne? Alors ça va peut-être vous paraître bonheur, mais là, par exemple, demain, je vais avoir la finale avec une de mes juments. Elle a 7 ans et ça va être sa dernier concours. Ok. C'est pas un problème donc ils physique, commencent très tôt mais c'est un problème mental. D'accord. On a le problème qu'en fait, toutes nos reprises se ressemblent beaucoup. Et vu qu'il y a de la haute vitesse, ben forcément au bout d'un moment, les chevaux entre guillemets s'excitent et ils deviennent plus compliqués à chouer, on peut dire ça en français. À gérer. Ouais, à faire leur parcours, quoi. Et du coup, ben, plus ils deviennent compliqués, moins ça va être agréable à voir. Et allez, c'est une jument qui est super. Et là, hier dans la qualification, si je dis pas de bêtises, j'ai terminé 4e. On était plus de 100 à partir, donc c'est loin d'être vilain. Mais avec ma fiancée, la jument de ma fiancée, on a décidé, on a dit, autant terminer sur le haut de sa carrière, plutôt que se dire, on l'arrête parce que ça va plus du tout dans les parcours, parce que physiquement ça va plus. C'est une jument, elle a plus de 40 000 $ de gains. C'est pour l'Europe quelque chose quand même de très bien. Et on préfère se dire, on veut laisser une jument être poulinière, en bonne santé. Parce qu'il y a des gens aussi, ils vont continuer à aller en concours jusqu'à jusqu'à la fin, mais c'est pas notre mentalité. Après, je pense que c'est partout pareil. Il y a des gens qui ont de l'éthique et d'autres qui en ont moins. Malheureusement, peut-être que voilà, le fait qu'on commence les chevaux de bonheur à 2 ans, l'image de notre éthique est peut-être pas la meilleure. Après, je pense que ça dépend comment est-ce que c'est géré. Okay. Et justement, est-ce que vous disiez peut-être que l'image de notre éthique n'est pas la meilleure? Je sais que depuis 2019, la FEI a commencé à remettre en cause la pratique du reining, en tout cas celle placée sous l'égide de la Fédération internationale, parce que le bien-être animal est au cœur des préoccupations de l'actualité. Est-ce que vous pensez qu'il va falloir opérer des évolutions dans la pratique de votre discipline? Est-ce que vous pensez que structurellement, il va falloir que les cavaliers de reining aussi évoluent pour pouvoir s'adapter et pour pouvoir garantir la pérennité un peu de leur sport et de leur discipline? Alors je pense qu'on a un gros problème ça se règle. Moi, j'ai fait partie aussi de l'équipe de France 2010. Ouais, 2010. Les Jeux au
Kentucky, aux États-Unis. Et donc ça, pour moi, c'était quelque chose de fantastique. Je pense qu'on a été vus vraiment à ce moment-là comme des sportifs, des vrais sportifs de haut niveau, et pas forcément, fallait des cow-boys qui se courent après. Parce que malheureusement, c'est un petit peu l'image qu'on a en Europe et surtout en France. C'est pour ça que je trouve que c'est super d'être sur des shows comme Equita, pouvoir montrer au grand public que c'est un vrai sport de haut niveau. Après, je pense que il y a un gros problème d'image, un gros problème d'éthique, le fait que la FEI ne garde plus donc l'association parallèle qu'on a qui s'appelle la NRHC comme sport, c'est vraiment quelque chose de dommage parce que je pense que c'était vraiment une très belle publicité pour notre sport, que ça devrait être indispensable. Je pense que c'est un sport qui mériterait d'être dans la FEI. Malheureusement, justement, avec cette association de la NRHC, National Reining Horse Association, on a un gros problème par rapport aux États-Unis. Ils ont une autre idée du comment on appelle ça, drug use. Du dopage. Ah, du dopage. Exactement. Ok. Je pense que c'est vraiment une autre mentalité et ce qui fait qu'en fait ils ont eu beaucoup de mal à se mettre d'accord avec la FEI et ce qui est très dommage. Okay. Et ça tombe bien, c'est un deuxième sujet. Et en discutant avec notre vétérinaire, puisqu'on a essayé d'aller piocher le plus d'informations possible pour alimenter aussi notre conversation et qu'elle ait du fond et pas juste vous poser des questions pour la forme. On a discuté du dopage, il nous expliquait que les règles étaient extrêmement différentes par rapport à d'autres disciplines, a priori différentes aussi entre le marché nord-américain et l'Europe. Est-ce que tu peux détailler du coup un petit peu comment ça se passe, d'où viennent les points de convergence qu'il peut y avoir entre la FEI, votre association et les différents marchés? Alors, non. On a exactement les mêmes règles. Okay. Que ce que vous avez dans le CSO, dans le dressage, en Europe. D'accord. Ce qui se passe de l'autre côté de l'océan, malheureusement, c'est pas pareil. Ce qui existe dans d'autres disciplines aussi. Ce qui est aussi le cas en stade d'obstacle. Par exemple, les épreuves nationales n'ont pas les mêmes règles pour les contrôles antidopage que les épreuves FEI, ce qui se voit beaucoup dans les compétitions américaines. Et voilà, et je trouve que c'est ce qui a fait que il y a eu cette séparation entre la FEI et la NRHC. C'est dommage parce que... Et du coup aussi pour nous, Européens, c'est quand même c'est très difficile. Parce qu'on veut se comparer aux Américains qui sont les meilleurs, sauf que on ne joue pas forcément avec les mêmes règles. Et forcément, ça devient quand même plus compliqué. Tu disais quelque chose à l'instant, et on n'avait pas du tout prévu d'en parler, mais j'aimerais rebondir dessus. Tu disais, le public nous voit enfin comme des athlètes, notamment grâce au WEG. Et ce matin, on a rencontré pour une autre interview Patrick Kittel, qui est un cavalier suédois de dressage, qui nous disait que le sport avait énormément évolué et que les cavaliers, donc lui dans sa discipline, mais il va faire converger beaucoup les disciplines olympiques, puisque souvent ils se retrouvent sur les mêmes événements tout simplement, mais que les cavaliers de haut niveau qu'ils avaient l'habitude de voir un peu à faire la fête le samedi soir, boire un verre, un peu rentrer tard et refaire quand même l'épreuve du dimanche, maintenant c'était plus le cas. Qu'on les voyait se lever tôt, aller à la salle de sport, aller courir, faire un peu de renfort avant de venir monter les chevaux, etc. Et que les cavaliers se sont vraiment professionnalisés, mais aussi rendus beaucoup plus sportifs. Est-ce que c'est la même chose chez vous? Je vais être sincère, je vais dire non. Alors, le côté bringue et après faire des épreuves, ça on le voit très peu. Vous le voyez pareil, il y a 10-15 ans, c'était relativement commun. Maintenant, c'est vrai que généralement on se retrouve tous le samedi soir quand les épreuves sont terminées. Et là, c'est vrai qu'on fait un peu de la fête tous ensemble parce que je pense c'est une bonne équipe, une bonne ambiance et que c'est important aussi de ne pas regarder toujours à être que en compétition. Je pense que ça, c'est important. Par contre, c'est vrai que on ne voit pas assez ce côté d'être vu vraiment et d'utiliser notre corps comme des athlètes. Le problème qu'on a, c'est que on n'a pas besoin, mais plus on a de chevaux, plus on va réussir à avoir de choix, plus on va réussir à faire le circuit jeunes chevaux, le circuit vieux chevaux. Et du coup, plus on arrive à être athlétique, et avoir des bons résultats, un petit peu sur toute la... Voilà. On va être compétitif un peu plus sur toute la gamme. Et
plus on arrive à avoir des meilleurs chevaux. Donc du coup, au lieu de passer du temps à la salle, eh ben, on va plus passer du temps sur les chevaux, ce qui n'est pas forcément intelligent. J'ai 31 ans, j'ai du mal à me lever le matin, j'ai mal au dos, et ça ne devrait pas être comme ça, alors que je suis quelqu'un, je pense, relativement sportif. C'est une vraie question parce que nous, on a... C'est une vraie question parce que nous, on a vu énormément le sport évoluer sur ce sujet-là. Les cavaliers vont à la salle, ont un préparateur mental, sportif et mental. Pour toi, du coup, est-ce que tu crois que votre sport prend la même direction ou on en est encore très loin? Est-ce que vous en inspirez aussi ou pas forcément? On commence à voir sur le circuit des coachs mental, mais je pense qu'on est encore très loin. Sincèrement, je pense qu'au niveau, on voit encore énormément de cavaliers qui sont gros. Moi, ça me choque. Okay. Je me dis, pour être vraiment, si on veut être des sportifs de haut niveau, il faut avoir quand même un minimum. C'est vrai qu'avec cette image, les Américains, on regarde toujours un peu de l'autre côté de l'océan, c'est vrai que c'est les meilleurs cavaliers, blablabla. Disons que c'est pas les plus sportifs. Ok. Tu disais tout à l'heure, un peu dans la continuité de ce qu'on est en train de dire, que l'équitation western souffre aussi de ce cliché, le cow-boy, un peu au milieu de ces grandes terres américaines, Montana, etc. Comment est-ce qu'il faut faire, d'après toi, pour essayer de démocratiser un peu la pratique de l'équitation western en France, en Europe, lui donner une image plus attractive pour le jeune public, plus sportive, plus moderne, un peu plus décorrélée de cette équitation assez ancestrale de tri de bétail à l'ancienne, on va dire? Je pense qu'il est important, c'est des compétitions comme on a aujourd'hui, sur des salons comme ça, où justement notre sport est vu comme un sport et plus comme une rigolade, cow-boyade de gens qui se courent après avec des lassos. Parce que c'est ça le problème. Et après, je pense que voilà, c'est ce que vous faites aujourd'hui pour essayer de faire connaître nos sports et faire comprendre que c'est un sport et c'est pas juste un hobby. Ça permet, je pense, de montrer que le reining est un sport de haut niveau et c'est ce qui va nous aider, je pense, petit à petit à nous faire reconnaître vraiment comme cavaliers et pas juste comme folklore. Après, le gros problème qu'on a, je pense, c'est qu'il y a encore de l'autre côté, toujours ce côté folklore, de la country, de la line dance et tout ça. Qu'il faut aussi conserver, certainement, ça fait partie de l'identité du sport, ou alors il faut les dissocier, c'est vrai? Du tout, ça n'a rien à voir. D'accord, pour toi c'est vraiment deux mondes différents, deux univers en fait différents qu'il faut savoir dissocier. C'est comme si je vous disais, le poney à la fête foraine qu'on fait tourner pendant toute la journée, c'est le débit du CSO. Ouais, ok. Non. Ouais, d'accord. Je crois que je voulais juste souligner le fait que Equita, juste en passant, hein, mais c'est quand même un salon qui a toujours mis en avant le reining, pour qui c'est hyper important. Je pense qu'il faut quand même le saluer parce qu'on ne serait pas là aujourd'hui en train d'enregistrer cette interview si c'était pas le cas. Donc voilà. Je vais juste revenir sur ce que Lorelai t'avait demandé un peu plus tôt. Comment, tu nous parlais de millions de dollars, 1 million, 2 millions pour les meilleurs cavaliers en Europe. Comment est-ce qu'aujourd'hui on vit de ce sport? Est-ce qu'il y a du commerce? Explique-nous un peu comment toi est-ce que tu vis, quel est ton modèle économique? Est-ce que les chevaux sont vendus? À quel prix? Même si on ne te demande pas, pour qu'on puisse un peu comprendre ce que ça représente. Alors, avant de répondre à votre question, c'est pas un problème, j'ai rien à cacher, il n'y a pas de souci. Un entraîneur, un cavalier professionnel de CSO, quand il a un cheval à l'entraînement, par mois, il demande quoi d'entraînement? L'équivalent d'une 800 et 1000 euros, d'une pension. Une pension de travail, avec l'hébergement, le travail, etc. Je pense qu'on peut dire que c'est entre 800 et 1000 euros, un peu plus dans les très belles écuries. Avec le box. Ouais. J'irais peut-être un peu plus haut que ça, mais dans un cavalier professionnel aujourd'hui. Non, pas de haut niveau, je disais professionnel, régional, national. Okay. International, on va être sur 1005. Oui, 2000, bien 2000, oui, je pense. On vit pareil. On entraîne, donc moi par exemple, allez, on n'est pas assez cher, je vais être sincère. Pas de souci. Je vais être sincère et je pense qu'en fait on a un gros problème, c'est que
au lieu de regarder à faire de la qualité, peut-être faire payer un petit peu plus, mais que chacun, voilà, vous me dites, ben, les internationaux c'est 2000, un national c'est 1000, un régional 700. Le problème c'est que nous, ben, je pense être international, et aujourd'hui, pension entraînement, je suis à 1100 € TTC. Et ce qui est, c'est pas mal, mais c'est pas assez en fait. On n'a pas cette différence parce que il y a ben, beaucoup de gens dans le milieu pour avoir plus de choix, pour avoir plus de chevaux, réussir à sélectionner, un petit peu toujours regarde à la baisse, ce qui je pense c'est un petit peu une erreur. Donc voilà, nous on vit comme ça, pareil. On a l'entraînement. Moi, par exemple, mon modèle économique, je suis juste entraîneur dans la structure de ma fiancée, notre structure, mais du coup elle récupère les pensions, je récupère les entraînements. On vend les chevaux, commission, généralement 10% à partager avec les entraîneurs s'il y a plusieurs entraîneurs mis. On a des gains en concours. Généralement ce qu'on fait c'est que on prend le gain, on enlève les frais qui sont en box, box et inscription, et après on partage 50-50 avec le propriétaire. En fait, c'est vraiment le même fonctionnement, copier-coller que ce que nous on connaît dans le monde du saut-d'obstacle, par exemple. Mais je vais juste être un peu plus direct. Aujourd'hui, qu'est-ce que coûte un excellent cheval de reining? Alors, à vendre. À vendre. Les prix dans les 3 dernières années commencent à monter, relativement. Du fait que, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette compétition aux États-Unis qui s'appelle The Round for a Million. Donc c'est une compétition qui a été organisée par Paramount. Taylor Sheridan, c'est celui qui manage un peu Paramount. Du coup, en fait, il y a $1 million sur... Il y a 2 qualifications, une en Arizona et une à Vegas, qui se font et prennent les 15 meilleurs cavaliers. Il y a $1 million sur cette épreuve-là. Après les 2 qualifications, ils prennent une fois 5 et une fois 10, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, depuis cette compétition-là, ce début de compétition, ça commence à faire 500 000 pour le premier, donc c'est quand même pas mal. Et bien, les gens sont mis à chercher des chevaux de qualité, d'âge un petit peu, et des chevaux, je pense aussi très sains mentalement, vu que c'est, même en étant aux États-Unis, une compétition qui est soumise au test de dopage. D'accord. Donc au jour d'aujourd'hui, dans 10 jours, 15 jours, on a une grosse compétition 3 ans en Italie. C'est la plus grosse compétition de l'année, blablabla, avec beaucoup de gains. Si aujourd'hui je cherche un 3 ans pour aller faire cette compétition, pour mon niveau, je vais être à moins de 150. Ok. 150. Ok. Ça va être vraiment difficile de trouver quelque chose. Parce que la compétition est dans 15 jours. Et je pense que ça serait même stupide de chercher un cheval maintenant, parce que avec un jeune cheval de se mettre à la main. Mais oui, enfin... C'est pour qu'on se représente aussi et qu'on compare à ce qu'on connaît dans le sport. Je ne sais pas trop, je pense que vous avez des chiffres plus hauts. Oui, beaucoup plus haut. Mais ce qui est pour nous, ça commence à être entre guillemets normal d'entendre 100 000. Après, voilà, c'est pour des chevaux quand même d'un certain niveau. De haut niveau. Après, il y a des chevaux qui sont vendus 500, 400, 300, mais c'est pas commun comme ça peut l'être dans le CSO. Si, côté européen. Dès qu'on va aller au côté États-Unis, ça devient très fréquent, 1 800 000. D'accord. Surtout depuis justement cette compétition-là, où les gens cherchent vraiment la crème de la crème pour aller, parce que c'est aussi très médiatisé. Du coup, ils ont fait une série, je ne sais pas si vous avez entendu parler, Yellowstone, où du coup, dans Yellowstone, il y a eu des petits bouts justement de cette compétition. Donc c'est vrai que ça commence à être vu vraiment comme quelque chose d'un peu important. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'élevage des chevaux pour le western qu'on a ici en Europe, peut-être même dissocier les différents pays d'Europe et VS versus les États-Unis. Où est-ce qu'on en est, nous, en termes de qualité, de naissance et de breeding? Qualité, je pense qu'on n'a pas forcément à se cacher.